d'égalité des sexes. Merci d'avoir accepté cette invitation et nous commencerons d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Bonjour, Bienvenidos entonces bonjour, a esta bienvenue à sesión tous et à toutes à notre sobre la webinaire sur perspectiva les de la de género. pédagogies pour la perspective de l'égalité des sexes. Avant tout, nous voudrions vous donner quelques indications techniques dans la logique de la renforcement du multiculturalisme. Les exposants d'aujourd'hui parleront dans leur langue maternelle et nous avons un public qui nous accompagne depuis toutes les régions d'Amérique latine et des Caraïbes et même d'autres régions. Et donc, pour les personnes qui nous accompagnent depuis Zoom, cette rencontre a une traduction simultanée disponible en anglais et en français, disponible dans la partie inférieure de votre écran. Nous voudrions vous rappeler également que cette session sera enregistrée. Nous remercions à tous les participants, les participantes aujourd'hui qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Nous vous invitons à vous présenter dans le chat en nous mentionnant votre nom, l'organisation dont vous faites partie et également si vous avez des questions ou des doutes, vous pouvez nous en faire partie. Ce séminaire s'inscrit dans la communauté de pratique KICSLAC dans l'éducation publique dans la région. L'égalité des sexes a pour objectif de faciliter des espaces pour que les différentes institutions et pays puissent partager leurs expériences et réfléchir sur les problématiques de l'égalité des sexes dans la région. Aujourd'hui, nous avons une table de réflexion sur le rôle des enseignants et des enseignantes sur le développement de pédagogie avec une perspective d'égalité des sexes. Dans cette réunion, nous avons le plaisir de compter avec la présence de Charmaine Bisser de l'Université de Guyane et Andrea Lira de l'Université de Magallanes au Chili. Nous leur donnons la bienvenue. Merci de participer aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir votre participation aujourd'hui. Sans plus de préambule, nous donnons la parole à Andrea Lira. Andrea Lira est enseignante à l'école primaire. Elle a travaillé pendant 10 ans comme enseignante et directrice d'école à Santiago du Chili. Elle a des études de master et de doctorat de l'Université de Columbia de New York, avec une spécialisation en technologie et communication pour l'éducation et programmes éducatifs et enseignement. Elle travaille dans des programmes dans la question du genre et de l'interculturalité dans les programmes pédagogiques. Sa présentation aujourd'hui est intitulée « Conversation initiale et distinction conceptuelle du féminisme dans l'éducation ». Bienvenue, Andrea. La parole est à toi.
Bonjour, j'ai deux langues maternelles, anglais et espagnol. Je vais faire ma présentation en anglais parce que je pensais qu'il y avait plus de public en anglais. Je ne sais pas si c'est le cas. Et mon PowerPoint est en anglais. Donc, je vais commencer. Je vais vous parler un petit peu. Je vais partager d'abord mon PowerPoint. Vous avez lu le document rédigé sur les politiques de féminisme et ce qui est arrivé au Chili. Et donc, je vais juste éclaircir quelques concepts et faire des distinctions pour que nous puissions discuter une fois sur les idées et les concepts, sur ce que cela signifie pour l'éducation. Je voudrais commencer avec cette vidéo. Peut-être que vous connaissez cette vidéo sur les questions du genre. Maciel, est-ce que c'est possible de le voir et de l'écouter? Andrea, yo lo escucho, pero no lo veo. J'entends, mais je ne vois pas. No sé si el resto lo podía ver, Fernanda. Est-ce que le reste d'entre vous peut le voir? Ah oui, maintenant. Ahí sí. Pink or blue? Pink or blue? Pink or blue? Go. Baby grows for blue with robots on. Baby grows for pink, no robots on. Baby grows for pink with flowers on. Baby grows for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given more hugs. Pink tears are loud. Blue tears must man up. Grow some bollocks, toughen up. Don't be such a girl, blue. En bleu, nous voyons plus de force, les cheveux courts, du côté rose, les cheveux plus longs, des chaussures roses, chaussures bleues. Au bleu préfère l'action et les films d'action. Le rose, une menstruation tous les mois. Le They glow, but blue is told they sweat. Blue is told they wank. Pink is told they sin. Et le bleu montre des différences. Rose, au rose, on lui dit d'être une dame maquillée.
Botox. Cunnilingus is censored more than rape scenes. des différences. Blue is told, this makes a man. Pink is told, this makes a girl. Au bleu, on lui dit qu'il est toujours homme. Born in naked flesh. Welcome to the world. Les bébés naissent sans couleur, nus. Bienvenue à ce monde. Okay, so we're going to talk, or I'm going to talk to you guys a little bit about how we come to construct these Je vais vous parler sur la construction de ces images de genre et les constructions et les conséquences qu'elles ont. L'idée est de parler de trois distinctions, trois concepts qui nous font penser au genre. Et donc, cette vidéo a été une introduction qui pourrait nous faire repenser certaines idées et les conséquences qu'elles peuvent sur la façon dont nous grandissons et nous construisons ces idées de genre et qu'est-ce qui peut se passer quand nous questionnons ces structures dans lesquelles nous vivons. Tout d'abord, je voudrais parler du féminisme et pour moi, il est différent de penser de genre et de parler de féminisme. Il y a différents types de féminisme, mais il est basé sur il part d'une idée d'une critique de la culture patriarcale qui construit les inégalités de genre. Et ce point de vue est très important pour comprendre la critique de la culture patriarcale. Comme nous avons vu, il y a différentes sortes de féminisme et différentes branches, mais la distinction principale que je veux faire est qu'il y en a une qui parle du féminisme libéral et qui se concentre sur la participation égalitaire et c'est la plus importante quand nous parlons d'éducation et des politiques et celle qui occupe le plus de nos idées. Et donc, l'idée que si nous avons une structure de participation égalitaire, ce serait donc l'objectif et la façon de comprendre le féminisme et le genre qui critique l'inégalité et dénonce les formes de violence qui se sont perpétuées et dans la façon dont nous pensons le genre. Et donc, je voudrais me concentrer sur la participation égalitaire en, en incluant la participation des femmes, mais aussi comment est-ce que nous structurons cette idée de genre. Et donc, c'est comme si nous mettions des lunettes pour voir comment est-ce que nous nous comportons. Et spécialement lorsque nous pensons à ce paper que nous avons écrit avec Ana Luisa et nous pensons à des structures que nous ne voyons pas forcément comme problématiques, comme la famille, par exemple, dans laquelle nous participons. C'est une chose de reconnaître la structure patriarcale et une autre de voir que cela constitue un problème et de voir comment l'institutionnalisation est un système dans lequel il y a une bureaucratie et qui nous inclut à tous et qui définit les formes les structures dans lesquelles nous avons grandi et l'école fait bien sûr partie de cela. Comment identifier les problèmes est une partie fondamentale de la réflexion. Lorsque nous parlons d'éducation antisexiste, qu'est-ce que cela signifie d'avoir une éducation antisexiste? Quand nous pensons dans une éducation antisexiste ou féministe, il y a deux concepts clés que nous avons besoin de comprendre. Le premier est l'idée de cette masculinité hégémonique et la seconde est une intersection
de ce que nous pensons par rapport au féminisme et au patriarcat, de telle manière que je voudrais me faire référence au concept de patriarcat tel que nous le comprenons. Et je sais que je vais très vite, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le patriarcat est comme un système de domination. C'est à partir de là que nous commençons. Et comme tout système de domination, il y a un groupe supérieur et un groupe inférieur. Le genre masculin est compris comme supérieur ou plus intelligent en comparaison avec les femmes. Et cela donne la justification pour qu'il existe un gouvernement, pour ainsi dire, de supériorité masculine par rapport aux femmes. Il y a une féministe afro-américaine qui parle de cet impérialisme et de système de domination des hommes sur les femmes. Et donc, il n'y a pas seulement une domination des hommes sur les femmes, mais également un impérialisme. Tout d'abord, il est très important de comprendre l'hégémonie masculine. C'est un système qui classifie par rapport au genre. Lorsque nous parlons de genre, nous pensons nous avons sexe, identité et genre. Le sexe est biologique, pour ainsi dire, si vous avez un pénis, l'identité de genre est un homme. Et cela vient avec le désir que cela So your sex aligns with your gender identity, and then you are also heterosexual. Et donc, notre sexe s'identifie à notre identité sexuelle et donc on est hétérosexuel. Quand nous voyons cela comme un système de pouvoir, il est important de démanteler ces rapports et de comprendre que notre biologie est différente de notre identité de genre, c'est-à-dire comment on se sent comme homme, comme femme, comme être non-binaire, etc. Il y a donc un spectre très important et le cerveau et le désir est séparé de cela. Ce que l'on veut faire diffère de notre identité de genre. Et avec ces trois éléments, nous devons les séparer. C'est un système d'oppression qui force et qui oblige les gens à entrer dans l'une de ces catégories, être masculin, féminin, homme, femme, ce que l'on doit sentir, ce que l'on doit désirer, etc. Et ceci privilégie les hommes et limite ce qu'ils peuvent faire. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo, il y a parfois on limite aux hommes, aux femmes sur ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est un dommage des deux côtés. Quand nous parlons de ces systèmes d'oppression, de domination, où l'on utilise le patriarcat pour parler de domination, nous devons comprendre cela de manière intersectionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul système de pouvoir. Le genre, les sexes n'est pas séparé de la manière d'élever pour comprendre qui domine qui. Il en va de même pour le féminisme et l'éducation. Et c'est pour cela que le féminisme libéral pense que cela ne suffit pas. Car quand nous parlons de la participation des femmes dans des conditions égalitaires, nous oublions le reste du système de l'oppression. Et donc, quand nous pensons à la participation, à la représentation comme un objectif principal, eh bien, nous gardons ces structures de masculinité hégémonique, de domination, qui n'incluent pas les femmes. Et donc, quand nous pensons à la structure de domination et que nous comprenons le patriarcat,
qui est aligné à cette idée de suprématie, d'impérialisme, de colonialisme, eh bien, nous devons comprendre aussi ces structures de pouvoir comme interliées. Nous ne pouvons pas penser uniquement à la masculinité hégémonique, c'est-à-dire que cette idée de ce que signifie être un homme, eh bien, nous arrivons à cette idée de l'homme dans la justification que cela a pour la domination. Et j'aimerais m'arrêter ici. J'espère que je ne suis pas allée trop vite, car nous allons pouvoir en discuter et réfléchir et approfondir ces idées du patriarcat, du féminisme et voir un peu quelle est votre idée de travail avec les enseignants. Merci beaucoup, Andrea, de cette présentation qui était très intéressante et qui nous a permis de faire un cadre et qui va nous permettre de réfléchir à comment ceci va se traduire dans les enseignements, dans les institutions, dans les systèmes d'enseignement, voir comment se reproduisent ces systèmes de pouvoir et ces idées de secte. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et après les interventions, nous allons avoir un moment d'échange, un moment de discussion où vous pourrez poser des questions. Maintenant, nous allons passer à notre intervenante suivante, la docteure Charmaine Bissesser, qui est directeur de fonction au Centre pour l'excellence dans l'enseignement et l'apprentissage et qui est actuellement directrice des systèmes de soutien scolaire en ligne. Elle est enseignante titulaire à l'Université du Ghana où elle donne des cours d'éducation au niveau de master et de doctorat. Elle est également membre de l'Académie d'éducation supérieure. Le docteur Bissesser a présenté différentes présentations dans des conférences régionales et mondiales et sur le leadership dans l'éducation, axé sur le genre. Ces publications complètent les recherches insuffisantes sur les données anecdotiques européennes au Chili. Sa présentation s'intitule « Perspective de genre dans l'éducation publique ». Bienvenue, Charmaine. Merci à nouveau. Vous avez la parole. Merci beaucoup à tous et bonjour. J'aimerais pouvoir montrer ma présentation. Merci beaucoup. J'aimerais remercier cette communauté de m'avoir invité à parler de ce sujet, les perspectives de genre dans l'enseignement public. Voici la diapositive suivante. Pour répondre à la question, j'ai fixé 3 objectifs. Donc, mettre en ligne la théorie du conflit et les inégalités dans les écoles, faire un lien entre la pédagogie féministe critique et l'égalité des sexes et identifier également certains conseils ou techniques ou données pour faire face à l'inégalité entre les sexes. D'abord, j'aimerais parler des théoriciens du conflit. Alors, il s'agit d'institutions qui reproduisent les inégalités, car on garde une idéologie de domination. C'est la croyance de certains théoriciens conformément à un mythe de l'égalité. Et ces théoriciens et ceci a pour résultat certaines situations, des situations qui sont liées à l'oppression. Et à partir de cette exploitation et de cette domination, il y a les écoles restent comme un moyen de diffuser des connaissances et une attitude adéquate. Et donc, les écoles sont soumises à cette idéologie
Et les enseignants masculins, à travers leur pratique d'enseignement, vont persévérer dans ces théories et donc ces inégalités restent présentes dans la salle de classe. Et le système de l'enseignement va perpétrer ces inégalités dans le temps, dans le système de l'enseignement, dans le système éducatif. Et ceci d'après les théoriciens du conflit. Nous allons maintenant parler des écoles et de la sociabilisation. D'après les théoriciens du conflit, les enfants doivent apprendre un programme d'études standard, normalisé, et ce sont les écoles qui vont reproduire ces structures d'inégalité sociale. Et ils reproduisent ces inégalités sociales et on nous parle de ce qui constitue un comportement adéquat. Par exemple, les enfants doivent apprendre les mathématiques, apprendre à lire, à écrire, etc., mais doivent aussi apprendre doivent acquérir certains comportements, certaines attitudes. Nous allons maintenant parler de la normalisation explicite ou tacite des inégalités. L'intervenante qui a parlé juste avant moi a fait un excellent travail quand elle a parlé des inégalités des sexes. Très souvent, ces inégalités sont renforcées dans les écoles car les normes de genre sont renforcées. Et conformément aux initiatives en matière d'éducation et d'égalité entre les sexes des Nations Unies, il y a un travail qui est réalisé. Les programmes, les enseignants sont responsables de ces programmes qui vont reproduire ces inégalités de genre. Et donc, l'enseignant a la responsabilité, il a la responsabilité de sa manière d'exercer son autorité dans la salle et ceci illustre ces programmes. Et donc, l'enseignante doit connaître ces différents programmes et l'enseignant doit parler à ses élèves sans reproduire ces inégalités. L'enseignant est un microcosme du macrocosme où il y a des valeurs et l'enseignant existe aussi avec ses étudiants. En ce qui concerne l'égalité entre les sexes et la transformation de l'éducation, eh bien, on peut, par l'éducation, contribuer à ce processus. On attend qu'il y ait un traitement égalitaire entre les élèves, c'est-à-dire que garçons et filles doivent apprendre et exercer différentes formes d'apprentissage et ils doivent comprendre. Et il y a certains du matériel qui est souvent biaisé. Or, les enfants doivent être capables de développer différentes compétences conformément au programme scolaire.
Thank you. Okay. So, based on the work by Paulo Freire, critical feminist pedagogy refers to La pédagogie, ici, ici, il est question d'une fusion de la pédagogie où les garçons et les filles peuvent savoir ce qu'est l'oppression dans les normes sociales, dans les structures, les traditions, etc., mais également tous les autres éléments. La pédagogie féministe est considérée comme étant partie de l'éducation et elle renforce les structures de pouvoir et veut donner des outils pratiques pour créer des inégalités. Et cette analogie fait des recherches sur les divisions entre les sexes. La pédagogie et critique du féminisme explore également l'inégalité des genres entre les sexes qui se perpétue dans les systèmes éducatifs et qui offre différentes instances qui créent jusqu'à un certain point un changement social. Ceci est quelque chose qui a été développé pendant de nombreuses années. Le féminisme offre une possibilité d'harmoniser, de comprendre ce phénomène que nous avons décrit. Et également, le monde des sciences sociales reconnaît également le besoin de reconnaître une hiérarchie de genre. Et pour ce que nous avons mentionné, le féminisme critique qui critique la pédagogie, critique également la normalisation de cette situation. Et de cette façon, les femmes ont des pratiques exclusives d'éducation qui sont basées sur le genre, qui ont également des messages occultes, des messages cachés qui peuvent avoir une influence sur le comportement des enfants. Dans ce sens, il s'agit de promouvoir l'équité depuis la salle de classe par le biais de l'éducation. Et de cette façon, il s'agit d'éviter la marginalisation. Le féminisme critique veut également répondre à des questions, comme quelle forme occulte d'éducation existe et qui ont une influence sur les enfants selon leur origine et quelles sont les structures sociales qui sont présentes dans le système d'éducation et de quelle façon agissent-elles? Tous ces éléments quelles sont les voies qui sont absentes dans les programmes pédagogiques et qui sont maintenues, quelles sont les structures maintenues par le système en place? Et j'aimerais donner quelques suggestions pour avancer vers l'équité dans l'éducation. Il est suggéré qu'il devrait avoir une formation pour toutes les personnes qui sont liées à l'éducation, professeurs, membres de l'académie, etc. Les professeurs devraient également être formés en pratiques pédagogiques inclusives qu'ils ont en matière diverses telles que la discrimination des sexes et avoir une interaction avec les enfants pour s'assurer qu'il existe un traitement équitatif dans les salles de classe. Il existe aussi des politiques qui allient l'égalité des sexes, en particulier pour les thèmes d'estime de soi. Je vais vous laisser d'autres conseils pour l'apprentissage lié à l'égalité des sexes. Les attentes doivent être remplies tant pour les étudiants que pour les enseignants, hommes et femmes. Quand il y a des questions, nous devrions
utiliser plusieurs outils de dialogue pour y répondre, afin d'y faire face. Et de cette façon, il est possible d'aborder différentes problématiques. Et lorsqu'il y a des questions qui apparaissent, on peut utiliser des outils de questions multiples de façon à donner la possibilité à tous de partager leurs doutes et leurs questions et d'assurer l'égalité. Il est important aussi d'assurer une évaluation et d'évaluer de façon individuelle et collective également, des façons d'évaluation collective et individuelle. Et les professeurs doivent assurer l'évaluation pour déterminer si les exemples permettent aux enfants de choisir indépendamment du genre, de choisir les contenus et indépendamment du genre et s'assurer qu'ils puissent le faire de façon équilibrée et qu'ils puissent effectuer un choix sans le biais du genre, afin d'augmenter la question, la conscience du genre chez les étudiants. Et ce type d'exercices sont assez réconfortants. Le genre est une question pertinente. Il y a différentes façons de mettre en place cette conscience et cette sensibilité chez les enseignants et chez les étudiants dans les salles de classe et de générer une sensibilité par rapport à cette question. Et nous recommandons donc cela depuis les histoires que nous avons présentées pour sensibiliser les questions de genre. Les documentaires également sont très utiles et je vais partager quelques-uns dans le chat. Par exemple, des entretiens avec les étudiants également, c'est un très bon outil. Et enfin, Robert Glad a mis au point un exercice qui est appelé l'ampoule du genre, et pour travailler la mémoire chez les enfants et identifier à quel moment ils ont été traités différemment en fonction de leur genre. Et c'est une façon de les rendre plus conscients sur la question du genre et comment le traitement reçu est différent en fonction du genre. Quelle stratégie recommanderiez-vous? Ce sont mes références. Je voudrais vous remercier à tous de cette opportunité d'être avec vous et de partager ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Charmaine. C'était très intéressant, surtout avec cette recommandation concrète et ces exemples concrets et pratiques pour travailler dans la salle de classe. Je suis tout à fait d'accord que la formation est nécessaire pour tous les acteurs du système éducatif. C'est fondamental si nous voulons changer les pratiques actuelles et nous ne voulons plus reproduire les pratiques sexistes. Et donc maintenant, nous allons ouvrir la discussion. Et si vous avez un doute à partager à nos exposants, à nos intervenants, la parole est ouverte pour le public. Je ne vous vois pas tous. Vous pouvez juste activer votre micro et poser votre question. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? En attendant que quelqu'un se décide, je voudrais remercier de nouveau les deux intervenantes et je voudrais commencer avec une question pour Andrea. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer comment est abordé depuis les systèmes éducatifs, de quelle manière tu
tu as pu voir qu'il y a une reproduction dans les systèmes éducatifs des structures patriarcales dans lesquelles tu as parlé. De quelle façon tu considères que cela peut être travaillé depuis la formation enseignant ou les pédagogies pour avoir une pédagogie non sexiste? Oui, merci Fernanda. Je pense qu'il est très important de comprendre que nous fonctionnons dans un système complet, un système qui fonctionne dans ce modèle de patriarcat, impérialisme. C'est dans ce cadre que fonctionne notre système éducatif. Et donc, la pédagogie antisexiste ou la pédagogie féministe va toujours être en résistance par rapport à ce système. Et donc, il est fondamental et très important de comprendre quand nous parlons de formation enseignante dans ce système, il y a toujours donc une résistance et donc il y a toujours un coût associé parce que c'est une résistance. Et donc ce coût, je le vois par rapport au travail que je fais à Magallanes. C'est une partie du Chili qui est plus petite et donc la résistance féministe est reconnue. Et donc, par exemple, il y a un coût par rapport à l'embauche de professeurs féministes dans un endroit plus petit, ces acteurs sont plus visibles. Et donc, pour compléter ce qu'a dit Germaine, c'est très important d'avoir des stratégies, mais il est aussi important de reconnaître que ces stratégies, quand elles sont contre le système patriarcal, elles ont un coût. Et donc, quand nous parlons de féminisme libéral, nous parlons de participation équitative, ce n'est pas la même chose que la participation féministe. La participation équitative maintient la participation dans le système. C'est un ajustement, ce n'est pas une résistance. Elle ne défait pas les structures. Une des structures que défait le féminisme antisexiste est celle de la participation féminine et de celle des hommes. Mais quand on reconnaît qu'il y a d'autres genres et qu'il est possible d'avoir différents désirs et différentes formes d'expression, nous trouvons face à un mur. Et je pense qu'en Amérique latine, le cas est similaire par rapport au reste du monde. La violence qu'il y a en ce moment contre les études de genre et l'expression du genre, et surtout contre les personnes transgenres, est vraiment la preuve d'une résistance. Et donc, une des choses qui fonctionne et qui est très complexe pour les enseignants, c'est la famille. Et comment est-ce que la famille accepte les stratégies pour l'inclusion d'une personne? Quand nous pensons aux la flexibilisation de l'identité de genre, aux différentes façons d'exister et à la reconnaissance des structures patriarcales qui existent, par exemple, dans la famille, les rôles du père, de la mère, du grand-parent, il y a une résistance depuis la famille. Il y a une résistance aussi depuis les autorités de l'école dans laquelle on travaille et qui ont à voir aussi avec les ministères d'éducation, au programme éducatif. Et donc, je pense que ce sont des distinctions très importantes à faire. Une chose est la participation équitative et l'autre, la façon dont nous construisons le corps. Et lorsque nous parlons de résistance, par rapport à la façon dont nous construisons le corps, résistance à l'impérialisme, au capitalisme, à la façon dont nous construisons le corps. Et cette résistance n'est pas facile. Et je pense que c'est important d'inclure cette réflexion parce que pour cela, il faut se préparer avec des outils qui ne sont pas seulement partagés dans les salles de classe, mais aussi des stratégies de survie, de résolution de conflits et entre autres choses. Celia tenía la mano levantada hace un momento, así que Celia, te doy la palabra. Celia avait levé la main. Est-ce que Celia, vous avez la... Oui, bonjour. En fait, non, c'était juste que j'entendais pas, mais Celia s'est résolue.
Alberto, vous avez levé la main. Vous avez la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir ce matin d'être parmi vous et pour échanger nos expériences sur ce sujet clé. J'aimerais pas vraiment poser une question, mais plutôt vous parler d'une expérience, d'une situation vécue ici à El Salvador. Dans l'enseignement à El Salvador, nous avons eu récemment, depuis le 1er janvier, une réforme pour la petite enfance. Et une loi précédente a été abrogée. Il y a une nouvelle loi avec une autre approche qui a été promulguée. Et ce qui nous inquiète, nous les enseignants, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'avancée substantielle en termes d'équité entre les sexes dans les liens au niveau de l'enseignement et au niveau des rapports sociaux. Nous avions senti certaines avancées, mais ce sujet reste un sujet tabou, un sujet difficile, comme vous l'avez d'ailleurs signalé tout à l'heure. Mais nous avions commencé à en parler et à parler des préférences sexuelles des élèves. Nous avions commencé à en parler, mais avec cette nouvelle réforme, le ministère de l'Éducation, l'an dernier, à la fin du cycle d'enseignement de l'année dernière, le ministère nous a demandé de mettre de côté tout ce qui était lié aux questions de genre. Nous sommes extrêmement inquiets car nous avons l'impression d'avoir fait marche arrière. Et donc, pour cette année qui va commencer dans une semaine, nous ne pourrons plus aborder ce sujet dans la salle de classe. Il y avait des sujets et il y avait un sujet qui avait été abordé par des enseignements argentins et c'était le 7e sujet de l'unité numéro 6 de la 6e et nous avons donc abordé ce sujet de la liberté sexuelle, etc. Et ça a été l'élément déclencheur. Et donc, on nous a bloqué tout le matériel d'enseignement, toutes les plateformes qui comprenaient ces sujets, tout le matériel qui était imprimé a été confisqué. Et limite, on nous aurait fait brûler sur la place publique. Et nous, donc, les enseignants au Salvador, nous sommes extrêmement inquiets, car cela veut dire que nous n'avons plus la liberté de parler de ce sujet dans la salle de classe, car maintenant, nous avons peur. Comment nous allons aborder ces questions si le ministère, depuis sa politique, fait marche arrière et recule? Il n'y a aucune orientation. Et ça, c'est vraiment une problématique qui nous inquiète énormément. Et c'est un grave problème car nous avions avancé en la matière, nous avions une certaine liberté d'aborder ces sujets avec les élèves et avec les parents d'élèves. Et bien maintenant, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc peut-être à travers ces organisations, nous pourrions avoir peut-être une orientation au gouvernement. Je ne sais pas comment on va l'exprimer. Est-ce que je peux pas vraiment répondre, peut-être en tout cas commenter? Merci beaucoup, car je pense qu'il y a différents niveaux de ce qui se produit partout en Amérique latine. Je suis vraiment choquée parce que tu as dit sur le niveau de répression, mais en tout cas, cette répression, eh bien, j'ai l'impression qu'elle avance en Amérique latine
changements qui se sont produits. Car cette sensation que nous avançons et que nous pouvons parler davantage atteint un plafond. Et quand on essaie d'aller au-delà et de parler, par exemple, de la liberté de désir, de la liberté de l'égalité des sexes, eh bien, c'est là que la répression commence. Et donc, cet exemple dont tu parles est très parlant. Et ma recommandation, c'est de profiter d'espaces et d'enceintes comme celle-ci pour créer des stratégies de résistance, de conversation et de stratégies pour voir comment agir face à cette répression de l'État, car il y a beaucoup d'expériences de répression étatique. Et là, l'organisation sociale est essentielle, c'est-à-dire qu'il nous faut forger des liens, des conversations et des stratégies conjointes. Et donc, peut-être ça pourrait être une suggestion pour l'atelier que nous aurons tout à l'heure pour pouvoir discuter ensemble de stratégies collectives d'action à prendre. Car quand nous observons les recommandations des organisations comme celle de Charmaine, eh bien, quand nous parlons d'égalité dans la salle de classe, ça a l'air de marcher, mais quand on va au-delà, ça devient plus difficile. C'est pour ça qu'il faut trouver des stratégies pour trouver des espaces de discussion. Et c'est pour cela vraiment que quand nous parlons de la formation des enseignants, nous devons penser à notre responsabilité, à la responsabilité que nous avons en tant qu'enseignants, quand nous transmettons des idées aux étudiants. Et nous devons nous préparer à cette résistance. Et cette préparation doit être collective. Nous devons la faire ensemble. Merci beaucoup, Andrea, et merci Alberto d'avoir partagé cette expérience, car justement, ce type d'enceinte est aussi une occasion de nous rencontrer, de partager notre vécu. Nous avons vraiment l'avantage de pouvoir regrouper différents pays de la région et cela nous permet de comprendre ces problématiques communes. Nous avons donc des problématiques communes en termes d'égalité des sexes, en termes de domination, etc. Nous sommes à la fin de notre webinaire, mais j'aimerais ouvrir la parole. Est-ce que quelqu'un a encore un commentaire ou une question sur ce qui a été discuté aujourd'hui? Moi, j'aimerais faire un commentaire. Oui. Je viens de Mexico, M. Palomares, d'une école publique, et je travaille avec les éducateurs préscolaires et je conseille actuellement un étudiant pour qu'il obtienne son diplôme sur ces sujets. Et justement, nous nous demandons quelle stratégie adopter, comment concevoir ces interventions. Et nous sommes affrontés à une opposition des parents, une résistance de la part des parents des élèves. Nous avons vu que les femmes continuent de construire leur identité. Et ici, on voit qu'il y a un changement, il y a un processus où les femmes vont incider sur l'avenir. Mais ce qui est curieux, ce qui est étrange, c'est que parallèlement, au XXIe siècle, nous avons l'occasion de construire l'identité masculine, ce que veut dire être un homme et se débarrasser de ces prototypes passés, de ces clichés passés. Qui va construire l'identité des hommes? Les mamans ou les papas? Comment est-ce que cette paternalité va se forger, va se construire? Et nous avons compris que ceci est extrêmement difficile si nous manquons des connaissances et des informations de la part des différents spécialistes et sur les connaissances sur les différents contextes. Par exemple, au Mexique, la question de la migration au niveau de la frontière mexicaine pour passer la frontière vers les États-Unis. Donc, il y a énormément de personnes qui arrivent au Mexique et vers la frontière, et ceci crée vraiment une grande diversité culturelle. Nous devons donc tenir compte de cette diversité pour voir comment est-ce que les choses vont avancer. Et quand on demande
gens comment ils perçoivent ceci, eh bien, il nous manque les informations des spécialistes. Si nous pouvions avoir vraiment des données probantes, nous pourrions vraiment aider et dans cette cohabitation de nationalités et de sectes, mais peut-être que ainsi les prochaines générations, les générations futures pourront forger leur propre identité et dépasser cette question des majorités, des minorités, etc. Et comme l'a dit la deuxième exposante, cette hégémonie du patriarcat s'affaiblit, car les hommes comprennent peu à peu qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et donc, dans ce quotidien, dans cette cohabitation au quotidien, et ce que je voulais commenter, c'est que les maîtres, les maîtresses dans la petite enfance ont une énorme responsabilité pour dessiner, pour paver la voie pour l'avenir. Et nous pourrions aider ces éducatrices. Et Montessori l'a dit, qui nous disait faire monter les adultes, faire descendre les enfants, c'est-à-dire essayer de favoriser la compréhension des données probantes et pouvoir, au lieu de répliquer d'anciens systèmes sans comprendre ce qui arrive, eh bien, il est important d'avoir ce dialogue fondé sur des données probantes en tenant compte des différents contextes de chaque pays et pouvoir résoudre et dessiner ensemble cet avenir. Et là, je vais m'arrêter là. Avec aussi le monde numérique, les informations sont disponibles, les connaissances sont disponibles et grâce à cela, nous devons concevoir des stratégies et des politiques publiques et nationales plus solides qui nous permettent de dialoguer entre les pays pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Nous avons un peu dépassé le temps. Martha, vous avez levé la main, vous avez la parole. Oui, bonjour. J'aimerais simplement formuler un avis sur ce sujet. C'est un sujet qui est essentiel, et notamment en termes de politique. Comme l'a dit Andrea, nous sommes dans une société qui est patriarcale et capitaliste. Et dans notre cas, comme l'a dit Alberto, à El Salvador, nous disposons de politiques publiques qui sont définies pour faire soumettre une soumission, non seulement une soumission de la pensée. Par exemple, à mon avis, nous devons appliquer l'enseignement d'une manière qui soit proche de la réalité. C'est-à-dire que nous avons fait quelques petits pas. Nous avons parlé de la famille fonctionnelle, donc père, mère, etc. Mais maintenant, nous parlons de familles différentes, de père, de mère, par exemple, etc. Nous n'avons pas parlé des femmes qui sont célibataires ou alors toute la question de la manière d'élever les enfants. Et quand on parle souvent de la maman qui est courageuse, qui se bat et tout, mais où est le reste de la société? Donc, la question pour moi, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'enseignants, nous allons pouvoir lier l'enseignement, la culture et la politique. Car nous avons des niveaux culturels qui, plutôt que de réaffirmer notre identité, ont tendance à nous déculturaliser. Par exemple, maintenant, la problématique que nous aurons à aborder dans les écoles est que
nous allons renforcer la stigmatisation. Les juges de valeur vont être renforcés pour soutenir uniquement l'existence de ces deux sexes, hommes et femmes, et rien d'autre. Et donc, cela revient à fermer les yeux des enfants à une réalité qui existe. C'est comme si je disais aux enfants qu'il y a deux mondes. Il y a le monde réel et le monde virtuel. Et donc, je suis vraiment inquiète de savoir comment que nous allons lutter contre ce monstre. Les gouvernements, pas seulement au Salvador, mais partout en Amérique latine. Comment nous allons lutter contre cela, car la stigmatisation n'est pas uniquement du bullying, du harcèlement. Maintenant, il y a des punitions virtuelles. Et au niveau dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde virtuel. Et je pense que nous devons reprendre les écoles de parents et établir des alliances pour essayer de dessiner un profil de ce que nous ne sommes, pas uniquement comme papa-maman, mais comme je pense que ce serait quelque chose d'intéressant et de réalisable. Muchas gracias, Marta, por tu comentario. Lamentablemente estamos llegando al final del webinar, pero inmediatamente después tenemos un taller donde podemos seguir Nous profundizando. avons tout de suite après un atelier où nous pourrons continuer d'approfondir ces thèmes si intéressants. Nous devons terminer à présent et je vais donner la parole à Jenny Rivas qui s'occupe d'égalité des sexes au Salvador pour terminer ce webinaire. Nous avons rempli l'objectif de cette communauté de pratique. Vous m'écoutez bien? Vous m'entendez bien? Oui. Andrea nous a donné un grand contexte sur le féminisme, le contexte du patriarcat, et je ne vais pas entrer de nouveau là-dedans. Charmaine nous a ouvert les yeux sur les programmes occultes et le plus enrichissant, tout a été très enrichissant, que ces intervenantes viennent nous partager leurs perspectives et leurs études sur lesquelles elles sont en train de travailler. Et également, ce qui a été très enrichissant, c'est la discussion que nous avons eue. Toutes les personnes qui ont pris la parole, et il est important de rediriger le regard vers la petite enfance et voir comment la pratique se met en place dans les différents pays, les pays qui ont évolué, comment ils travaillent-ils, comment travaillent-ils les différents thèmes, il ne s'agit pas uniquement de féminisme participatif, mais de quelle façon tous ces thèmes sont vécus. Au Mexique, il y a plus d'avancées, mais également quelques reculs. Comment est-ce que, comme communauté de pratique, nous pouvons nous soutenir et partager les meilleures solutions dans les thèmes qui ont à voir avec l'égalité des sexes dans nos pays. Et étant donné le temps qui nous est imparti, je vous invite, je ne continue pas, veux pas me prendre plus de temps et je vous indique à faire partie de l'atelier qui suit. Merci beaucoup à tous et à toutes. Nous pouvons, grâce à vous tous, nous poser toutes ces questions et partager tous ces thèmes et avancer dans ces questions. Merci de faire partie de cette communauté. Merci Jenny. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Pouvez-vous allumer vos caméras pour prendre une photographie finale de toutes les personnes présentes? Caro, tu me dis quand tu es prête.
Et je voudrais vous répéter qu'après cette photographie et ce webinaire, nous allons faire une pause de 3 minutes et nous continuons avec l'atelier avec le même lien. Et nous vous invitons donc à rester connectés, à participer à l'atelier après ce webinaire et pour un travail plus focalisé sur le rôle des enseignants. Et nous avons une invitée qui va nous parler de la perspective de l'égalité des sexes dans le rôle enseignant. Pouvez-vous donc allumer vos caméras? C'est bon, Maciel, merci. Merci. Merci à tous et à toutes de nouveau et d'avoir partagé vos expériences. C'est vraiment très enrichissant de vous écouter et d'avoir ce fil conducteur de la région. Comme disait Andrea, nous devons faire un travail collectif, nous unir dans la résistance. Et merci beaucoup. Nous allons faire une pause de 3 minutes et vous êtes bien sûr invités à l'atelier dans 3 minutes.